Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième clinique de cette collaboration entre le regroupement des entreprises d'économie sociale en aménagement et les forces fraîches. Donc aujourd'hui, on a la chance de vous proposer une clinique par Samantha Lopez-Uri, qui est conseillère en mobilisation des savoirs pour projets collectifs. Samantha, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, David. Très contente d'être ici avec vous sur l'heure du midi. Donc, pour discuter et explorer la documentation des projets d'immobilier collectif. Donc, comment ça peut être un outil de mobilisation. Donc, je vais faire une petite présentation. Au fait, je vais présenter mon écran. Puis tout ce qui se retrouve dans la présentation PowerPoint va vous être envoyé. Donc, vous allez voir aussi, pour ceux et celles qui sont visuels, qui ont besoin de détails, c'est une présentation quand même assez bien détaillée, donc il n'y a pas de stress de tout prendre en note. Ceci va vous être envoyé par courriel, comme ça vous partez avec un outil de travail avec les questions que je vais vous poser, puis aussi des stratégies pour documenter. Donc, je vais partager mon écran ici. Oups. Génial. Donc, pour la prochaine heure, on va vraiment explorer la documentation des projets d'immobilier collectif. Donc, avant de commencer, chez Projet Collectif, on trouve c'est important de reconnaître le territoire, donc reconnaître où on se situe. Puis, suite à une réflexion justement avec des discussions que j'ai eues avec Alexandre Bacon, un nounou de Machtoyage a cofondé l'Institut Ashokan. Il a beaucoup exprimé l'idée de la reconnaissance territoriale en n'allant pas seulement nommant exactement où est-ce qu'on se situe, mais en allant un peu plus loin dans cette reconnaissance-là. Puis, cette reconnaissance-là territoriale est super importante, surtout dans le cadre où on veut exprimer, on veut explorer, on veut collaborer, on veut comprendre aussi où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on situe nos projets, nos réflexions, puis l'espace qu'on occupe, l'espace que nos projets occupent, surtout quand on parle de bâtiments, de réfléchir sur le territoire dans lequel il se situe. Donc, Alexandre Bacon m'a beaucoup amené justement à cette réflexion-là, d'aller au-delà de citer mot pour mot où est-ce qu'on se situe exactement, mais d'inviter vraiment le public à aller en chercher davantage sur la place qu'on occupe en tant qu'individu, mais aussi qu'en tant qu'organisation euh, dans, euh, dans le territoire. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter le site nativeland.ca, un site qui nous invite vraiment à explorer le territoire qu'on occupe, puis à se poser des questions en tant que porteur de projet, en tant qu'entreprise, en tant que bailleur de fonds ou palier gouvernemental, de voir où est-ce qu'on se situe, puis comment justement on navigue ces collaborations-là avec les partenaires, avec les gens avec qui on collabore. Donc, voilà pour ma reconnaissance territoriale. Donc, on va plonger sur le vif du sujet. Donc, on va explorer à travers six temps. Donc, qu'est-ce que la documentation? Puis, on va beaucoup l'explorer aussi à travers vos questions. Pour moi, c'est important, surtout avec Projet Collectif, de aller à partir des besoins des personnes de notre public. Donc, pour chaque étape, on va vraiment prendre un petit moment, une pause pour répondre à vos questions, peut-être relancer des questions pour justement pour que vous puissiez mieux comprendre ce que veut dire la documentation, surtout dans le cadre de projets d'immobilier collectif qu'on travaille avec plusieurs partenaires. J'ai eu l'opportunité durant la dernière année de animer la communauté de pratique des porteurs et porteuses de projets dans le cadre du programme Parc. Donc, je vois aussi la multitude de collaborations, la multitude aussi d'idées qui émergent sur le terrain, puis sur la mobilisation que vous avez auprès des citoyens et citoyennes, mais aussi des parties prenantes. Ben, c'est toutes des choses qui sont super importantes, surtout quand on est dans un processus qui est dans le temps long. Donc, important de prendre le temps d'arrêt puis de savoir, ben, hey, qu'est-ce qu'on a fait durant la dernière année, le dernier mois, ou même qu'est-ce qu'on a fait durant nos rencontres avec des partenaires dans les mobilisations, les consultations citoyennes. Donc, c'est important de prendre ces temps d'arrêt pour voir, ben, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a émergé comme réflexion, comme résultat, et qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer pour la suite, puis de garder aussi une mémoire collective de ce que vous faites.
Donc, on va explorer ça durant la présentation, puis je vous invite vraiment à participer pleinement. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. On est vraiment en mode apprentissage. On est vraiment là pour valoriser les différentes formes de savoir au sein de ce groupe. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on va explorer, bien évidemment, je vais nous présenter, donc, qui nous sommes, projet collectif. On va explorer la documentation. Ensuite, on va voir les stratégies de documentation, donc par où on commence. Ensuite, comment on va le documenter. Donc, une fois qu'on a vraiment notre idée de qu'est-ce qu'on veut faire, bien, comment on se lance, quelles sont les stratégies à mettre en place pour y aller étape par étape. Et ensuite, on y va plus dans l'explication de en quoi tout ce que je vous présente, c'est un outil de mobilisation. Puis on va finir avec une période de questions à la fin. Donc, qui nous sommes, Projet Collectif, c'est une jeune organisation qui vise à faciliter et à connecter les savoirs et les personnes pour une société plus juste et plus équitable et écologique. Donc, on est vraiment là pour faciliter l'accès aux connaissances et favoriser les échanges entre les personnes et les organisations qui créent une société plus équitable et écologique. Puis ça, on le fait beaucoup dans le renforcement des capacités des personnes et des organisations. Donc, on va vraiment outiller puis donner un accompagnement pour les organisations qui désirent promouvoir la documentation et le portage libre des savoirs. On est aussi dans cette idée-là de démocratiser les différentes formes de savoir. Donc, on n'est pas là pour valoriser une seule forme de savoir, par exemple académique ou institutionnel. Pour nous, c'est important de comprendre que les savoirs sont multiples et doivent être valorisés euh, vraiment de manière équitable. Donc, tout ce qui est savoir expérientiel, tacite, terrain, c'est tous des savoirs qui sont super importants justement quand on veut partager, documenter des projets. Donc, vous allez voir au fur et à mesure en quoi c'est important pour nous chez Projet Collectif d'aller dans ce sens-là. Et on vise aussi à créer et soutenir les communautés de pratique dans des espaces dans lesquels des organisations, des groupes de personnes peuvent se mobiliser à travers un enjeu pour pouvoir échanger, partager leurs pratiques. Donc, on est beaucoup dans ce type d'action-là chez Projet Collectif. Donc, pour comprendre un peu mieux qui vous êtes, puis juste situer un peu vos besoins, puis aussi vos attentes. Donc, j'aimerais vous poser une question, faire un pop quiz. Donc, si vous deviez choisir un emoji pour représenter votre ressenti face à la documentation d'un projet, lequel ce serait? Donc, je vous laisse comme un 30 secondes, ne pas tout de suite mettre l'emoji. Je vous laisse 30 secondes pour aller voir les emojis qui existent dans le clavardage. Et à go, je vous invite à partager l'emoji. Donc, si on devait choisir un emoji pour représenter ton ressenti face à la documentation d'un projet, lequel ce serait? Donc, 20 secondes, on ne partage pas tout de suite. Donc, j'aimerais ça qu'après 30 secondes, on puisse à go partager tous vos ressentis à travers des emojis. Est-ce que tout le monde est prêt? Est prête? Je vois encore des gens en train de regarder le bas de leur écran, donc je me dis, on est en train de fouiller un peu dans la liste des emojis. Ah, pas tout de suite, Cyrine. Pas tout de suite. Donc, à trois, à go, vous partagez votre emoji. Donc, un, deux, trois, go. Oh là là. OK, donc on voit plusieurs réactions super intéressantes. Donc, on voit une mixité de incertitude, pas trop clair, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui a le cerveau qui explose, un petit bonhomme qui exprime des questionnements.
Les petites lunettes, évidemment, en mode geek, en mode oh là là, ça paraît difficile. Donc, je serais curieuse je sais pas si il y a des gens à l'aise qui aimeraient partager un peu son ressenti vis-à-vis de la documentation d'un projet. Donc, j'invite à prendre la parole si vous le désirez, à ouvrir votre micro. Je peux peut-être y aller. Oui. Moi, en fait, j'ai un passé dans les archives. Fait que de base, j'ai une tendance à vouloir aller documenter tout ce que je fais, je dirais. Par contre, ce qui arrive souvent quand on commence un projet, moi, dans mon cas, étant donné que je suis conseillère en développement, souvent, j'arrive pas nécessairement au début du projet. Donc, c'est de reprendre tout ce qui a déjà été fait, et essayer de garder une espèce de logique avec toutes les informations disponibles, mettons, on va dire ça comme ça. Fait que, moi, j'ai Mhm. toujours aimé ça, c'est naturel pour moi, mais ce n'est pas pour tout le monde. Mhm. Oui, tout à fait. C'est comment on peut justement uniformiser ou peut-être pas uniformiser, c'est un mot que j'utilise souvent puis que j'essaie de changer, mais de voir comment collectivement dans l'organisation, on a des pratiques qui vont nous appuyer dans cette documentation-là. Fait que souvent, on veut pas non plus que ça repose sur une personne, mais on veut vraiment que le groupe puisse se mobiliser. Donc, on a une responsabilité partagée. Oui, Cyril. Oui, moi, quand je pense à la documentation, je pense au terrain et de par ma formation en anthropologie, c'est la partie que je préfère. Donc, ça me fait plus penser à aller sur le terrain pour voir comment ça se passe. J'aime Mhm. ça. Oui, génial. Ben, merci Cyrine. Donc, Plaisir. c'est sûr que les réactions sont différentes, puis c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble, parce que la documentation, je me souviens la première fois quand je l'ai entendu, on voit ça comme une grande montagne. On voit ça comme quelque chose de difficile, de complexe, qui prend énormément de temps. On n'a pas l'énergie, on n'a pas les ressources. Puis c'est des choses que j'entends aussi souvent dans la part des organisations, puis que ce que mes collègues aussi entendent, c'est qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les sous, on n'a pas, tu sais, c'est beaucoup, on le voit comme une immense montagne. Donc on va essayer tranquillement, durant les prochaines minutes, de voir comment on peut atténuer cette montagne-là, parce que faut le voir la documentation comme étant quelque chose de transversal et non comme une autre tâche qui s'ajoute dans tout ce que vous faites. Donc, vous allez le voir aussi, il y a peut-être des pratiques que vous avez déjà mis en place qui vous aident à justement garder des traces sur ce que vous faites, puis surtout dans des projets d'immobilier collectif, il y a tellement d'étapes, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qui bougent, qui changent. On va essayer de voir qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir comme information qui va nous aider à avancer pour la suite. Puis aussi de se rappeler des choses qu'on a faites, puis se dire, hey, finalement, on a essayé cette tactique-là, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Comment on peut justement changer un peu nos façons de faire ou euh, conseiller d'autres organisations ou d'autres porteurs de projets à aller de l'avant. Donc, qu'est-ce que la documentation? Donc, on va commencer tout de suite avec une notion de base, tu sais, pour au moins avoir la même idée globale de qu'est-ce que la documentation. Puis évidemment, c'est une définition qui est beaucoup inspirée de nos travaux, de l'accompagnement qu'on fait chez Projet Collectif. Donc, c'est une question aussi qu'on a osé poser à nos membres, à nos membres d'équipe. Donc, qu'est-ce que la documentation au fait? Donc, on s'est beaucoup inspiré, surtout du concept en anglais to document, donc qui est plus de consigner, recueillir, rassembler des informations ou des données avec l'intention de les rendre plus accessibles, pérennes ou utiles, ou même et utiles. Donc, l'idée vraiment de documenter, c'est pas de juste prendre des notes, de garder des informations. On va plus loin que ça. Donc, on est là pour avoir une intention qui va être accessible, pérenne et utile. Pourquoi? Parce que sinon, on peut se perdre dans la montagne de documentation qu'on peut avoir. On peut se perdre aussi dans, ben, finalement, j'ai trop d'infos, j'ai trop de documents, j'ai trop de ressources. Donc, il faut aller avec une structure aussi dans ce qu'on veut documenter. Donc, on est vraiment dans une intention de vouloir rendre accessibles les savoirs, capter les expériences, avoir un leg, une mémoire ou amener une clarté dans le projet, le processus ou même de garder des traces, donc faire ressortir des apprentissages. Donc, on est beaucoup là dans l'utilité.
Donc, on n'est pas là pour tout documenter, on est là pour garder les choses qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre aussi de prendre un pas de recul sur ce qu'on a fait. Il y a des organisations, des porteurs de projets qui avancent tellement vite, qui souvent vont peut-être oublier des informations qui ont permis de justement avoir une réponse ou pas avoir de réponse. Donc, comment on s'assure que la documentation, elle va nous servir à la fin? Donc, on n'est pas là pour ajouter une tâche, comme je l'ai mentionné, on est vraiment là pour consolider puis de garder des traces sur ce qu'on veut faire. Donc, pourquoi on documente nos projets? Donc, on va l'explorer à travers des stratégies de documentation. Donc, on va explorer 3 étapes, puis à chaque étape, on va prendre une pause pour justement répondre à vos questions, répondre aussi à peut-être à des réflexions. Donc, on pourra prendre ce temps-là pour y aller, c'est ça, de manière graduelle. Donc, une des premières choses qu'on veut documenter, c'est clarifier ses intentions. C'est l'étape la plus importante. Puis je pense même que c'est là aussi que ça va nous permettre de savoir le temps qu'on va allouer, l'énergie qu'on va mettre, les ressources qu'on aura besoin. Puis une fois qu'on a clarifié justement ces intentions-là, qu'on a un cadre, une ligne directrice, ça va être beaucoup plus facile pour la suite. Donc, comme j'ai dit, on n'est pas là pour tout documenter, on est là pour documenter l'essentiel. Donc, on est là pour développer une stratégie qui va nous aider collectivement, que ce soit entre porteurs de projets ou entre plusieurs parties prenantes. Donc, si vous êtes dans le cadre de votre projet d'immobilier collectif, puis qu'il y a, je sais pas, d'autres partenaires qui voudraient justement vous aider à documenter un processus, le prédémarrage ou peu importe, mais comment on le fait collectivement sans se perdre. Donc, on va y aller avec 4 questions. Donc, pourquoi je documente? Donc, quels sont les besoins de mon organisation, de ma communauté, du bailleur de fonds, les apprentissages qu'on fait en cours de route. Donc, on se pose la question, pourquoi on veut faire ça? Donc, une fois qu'on a éclairci, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le fait, à ce moment-là, on dit qu'est-ce que je documente. Donc, qu'est-ce que je documente, c'est précisément qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la documentation. Donc, est-ce qu'on veut documenter une méthode, des rapports de pouvoir et des prises de décision, l'histoire du lieu? Donc, ça peut être multiple. Par la suite, pour qui je documente? Donc, à qui ça va servir tout ça? Donc, quel est mon public? Donc, à qui s'adressent ces informations? Qui va s'en servir? Donc, c'est une question très importante. Et ensuite, dans quel but, dans quelles pratiques ou actions les savoirs et informations rassemblées soutiendront-elles? Donc, à quoi ça va nous servir au final? Est-ce qu'on est là pour mobiliser des membres? Est-ce qu'on est là pour valoriser des savoirs X? Donc, quel est notre but derrière tout ça? Donc, une fois on arrive à répondre à ces 4 questions-là, ça nous permet d'avoir un ancrage tout au long du processus de documentation. Donc, c'est un peu comme cette idée-là des 5 W, donc de répondre à les grandes questions d'un projet, de la mise en place d'un projet. C'est pareil avec la documentation, surtout quand on n'a pas les moyens, on a très peu de ressources. Une fois qu'on a des réponses sur notre intention, c'est beaucoup plus simple par la suite de dire, OK, ben, on sait que pour tel événement ou telle consultation publique ou telle visite, ben, on va devoir documenter ces informations-là précisément. Donc, je vous ai ici un cas concret. On va aller avec documenter un événement. Donc, un événement comme, je sais pas, un événement dans lequel on fait une consultation publique ou dans lequel on mobilise les membres de la coop ou dans lequel on veut définir la mission de notre projet. Donc, on cible en amont quelles informations on souhaite récolter. Donc, à quelles informations ou questions on souhaite s'attarder pour savoir ce qu'on veut prioriser. Donc, si on est là pour déterminer, on veut avoir des idées sur la mission qu'on veut donner à notre projet, mais à ce moment-là, allons-y avec des questions très précises. Donc, quelles sont les idées qui émergent par rapport à la mission du projet? Quels sont les défis en lien avec la mission? Donc, on essaie d'imaginer 2, 3 grandes questions qui vont nous aider justement, dans le cadre de l'événement, d'y répondre plus facilement.
Important à noter que l'intention de départ peut évoluer, se moduler et laisser place à l'imprévu. Donc, surtout quand, dans le cadre d'un événement ou même quand on est en relation avec des gens, donc des rencontres, des consultations, des visites, des fois, il y a des choses qui changent. Donc, c'est important d'être à l'écoute de ces imprévus, puis qu'au final, peut-être que ces discussions-là, ce changement de paradigme, ce changement de discussion va être importante aussi à documenter. Donc, si j'ai l'intention de récolter les informations sur la mission qu'on veut donner à notre coop, puis qu'il y a une tension qui survient, je choisis de documenter cet échange aussi pour orienter de futures actions au lieu d'échanges sur ce point. Donc, des fois, c'est des choses comme ça qui vont nous permettre, pour la suite des choses, la suite de nos réflexions, les discussions qu'on peut avoir avec nos bailleurs de fonds, de tenir en compte de ces frictions-là. Donc, de prendre le temps de les noter, c'est ça aussi, prendre le temps de garder des traces sur le processus global de votre projet d'immobilier collectif. Puis ça aussi, c'est des informations qui peut, qu'on peut oublier ou qu'on va pas prendre en compte, mais c'est souvent là que ça va nous aider à pas recommencer à zéro notre projet ou recommencer à zéro un événement ou une consultation. Donc, c'est des éléments aussi qui sont très, très riches, qui nous évitent aussi de pas de perdre du temps, mais de recommencer. Donc, je vous invite à être très flexible dans, la documentation, puis de toujours garder un œil sur, beh, qu'est-ce qui arrive s'il y a des changements qui surviennent. Donc, une façon simple de clarifier aussi son intention, c'est d'identifier un ou 2 verbes d'action décrivant votre intention. Donc ici, on vous met des exemples comme informer, nuancer, inspirer, convaincre, susciter la conversation ou l'engagement. Donc, il y en a plusieurs autres, mais ça, c'est juste des exemples qui peuvent vous aider à justement partir, à travers un exemple. Donc, on va y aller avec un cas concret. Donc, un exemple en répondant aux 4 grandes questions. Donc, ici, je pose la première question. Donc, pourquoi je documente? J'ai mis je, mais ça peut être aussi on, en tant que collectif, en tant que groupe, en tant que porteur de projet, en tant que partie prenante. Donc, pourquoi je veux documenter? Donc ici, dans le cadre d'un projet d'immobilier collectif, je veux partager et diffuser les apprentissages et les défis rencontrés tout au long du processus. Donc, on commence avec un verbe d'action. On veut aussi assurer la transparence et la traçabilité des décisions prises par les membres. Donc, en ayant euh, deux raisons de pourquoi je veux documenter, ça va nous aider par la suite. Donc ensuite, à travers le pourquoi, ben, qu'est-ce que je vais documenter précisément? Donc précisément, on y va dans la documentation du processus de création de la coopérative. Donc je décide de documenter les étapes de structuration, le modèle juridique, la gouvernance partagée, donc d'avoir quelque chose de très, très clair. Ensuite, pour mon projet, ça va être important de documenter les stratégies d'implication citoyenne. Par exemple, on est des porteurs de projets, on est tous bénévoles, donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait pour pas justement refaire à zéro, inspirer d'autres membres bénévoles à justement reprendre ce qui a été fait, puis de prendre des notes aussi sur comment ça a été fait, les points forts, les points faibles de la mobilisation, donc la mobilisation des membres, le processus de prise de décision, la gestion collective. Et je veux finir avec les défis, les solutions rencontrées, parce que c'est ça, je veux prendre en note les obstacles administratifs, la gestion des conflits, l'adaptation aux réalités du terrain. Donc, on commence tranquillement à avoir quelque chose un peu plus clair. Ensuite, pour qui je documente? Donc, cette documentation-là va être pour les membres et les membres actuels et futurs de la coopérative pour assurer une continuité et un partage des savoirs. Donc, encore une fois, c'est des porteurs de projets qui travaillent de manière bénévole. Donc, c'est important de garder des traces. C'est ça le but aussi, de garder des traces pour que les membres aient toutes les informations de base pour avancer dans le projet, puis avoir une mémoire aussi pour pas reprendre, recommencer, revoir le processus. Puis dans quel but?
ben là, c'est un but qui va être plus à l'interne, donc améliorer la gouvernance et l'organisation interne de la coopérative. Mais le but peut être aussi de pouvoir l'utiliser pour faire la rédaction d'un financement. Donc, ici, je mets un but qui est plus interne, mais ça peut être aussi un autre but externe. Donc, le public, il va changer. Donc, à ce moment-là, on va changer un peu peut-être la façon dont on va rédiger le document. On va peut-être utiliser une terminologie qui va être différente. Donc, il y a ça aussi qu'on documente, c'est de vraiment s'adapter à son public. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions, commentaires sur cette section-là? Est-ce que pour vous, ça fait un peu sens, cette façon, ces stratégies-là de documenter, surtout dans clarifier ses intentions? Donc, est-ce que c'est clair pour vous, cette section-là? Ouais, génial. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la documentation de projets en ayant un cadre comme celui-ci? Ouais, je vois des pouces en l'air. Génial. Donc, on va avancer tranquillement. Donc, si c'est ah, non, c'est plus comme on le sent. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, y aller selon un peu le feeling, selon le projet. Il y a beaucoup ça aussi qu'on retrouve dans les organisations qui vont documenter un peu ici et là, de manière un peu spontanée. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant. Je pense qu'il y a comme quelque chose aussi à tenir en compte quand on fait ce genre de pratique-là, de pas s'épuiser, puis de pas non plus tout prendre en note. Donc, il y a comme aussi une structure aussi à avoir quand on le fait, comme on le sent. Moi, personnellement, ça a toujours été comme je le sens aussi. Mais quand justement avec mes collègues qui sont plus dans l'accompagnement de documentation, on réalise que avoir une structure, ça aide justement pour pas s'éparpiller et pas mettre trop d'énergie non plus sur quelque chose qui pourrait être beaucoup plus simple. Mmh. J'avais déjà noté une friction dans un PV, on m'avait demandé de le retirer dans une rencontre subséquente. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment, la documentation de projet peut être sensible. Je pense que c'est quand même je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais je pense que ça reste quand même des informations qui peuvent aider à comprendre les relations qu'on bâtit aussi. Surtout quand on travaille avec plusieurs personnes, plusieurs partenaires, plusieurs collaborateurs. Des fois, c'est des frictions qu'on veut pas mettre de l'avant, mais des fois, ça aide aussi à comprendre comment va aller la suite des choses, comment on peut trouver des solutions pour s'adapter auprès des différentes personnes qui collaborent dans notre projet. Donc, je trouve ça intéressant dans ce commentaire-là, qu'on demande de retirer. Ça en dit beaucoup sur la relation, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi à comprendre que c'est des points de vigilance qui nous aident à mieux avancer pour la suite. Parce que si on rencontre plusieurs fois ces personnes-là, ben, il faut s'adapter ou la personne doit s'adapter pour que justement on collabore mieux pour la suite. Alors, on va continuer. Donc, on va y aller dans comment on documente maintenant. Donc, une fois qu'on a nos intentions qui sont claires, qu'on sait vers quoi on s'en va, on a notre ligne directrice, ben, comment on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on documente? Quels sont les outils? Quelles sont les ressources? Donc, il faut identifier les outils et méthodes adaptés selon vos ressources. Donc, mais il faut s'adapter aussi au savoir que vous allez documenter et l'objet de documentation. Donc, c'est quand même beaucoup comme phrase, là, mais l'idée, c'est que euh, il faut y aller selon ce que vous avez autour de vous, ce que vous avez en possession. Documenter, on peut y aller dans quelque chose d'extravagant, comme on peut aller dans quelque chose de plus simple. Donc, quelque chose qu'on fait qui est très récurrent, qu'on voit beaucoup, c'est les PV. C'est aussi les notes de rencontre. Après, à qui est destinées ces notes de rencontre? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est un document qui permet une fluidité dans la compréhension? Est-ce que les éléments qu'on écrit nous permettent de bien saisir, les informations qu'on veut transmettre? Parce que des notes de rencontre, ce qu'on peut voir aussi, c'est que des fois, c'est juste des notes.
plein de notes, un ramassis de notes, ce qui est bien, mais en même temps, si on est pour diffuser, le partager, par exemple, à l'ensemble des porteurs de projets ou à d'autres partenaires, on veut des fois quelque chose qui est plus clair, qui va nous permettre de lire quand même assez rapidement, avec des éléments clés, avec la mise en contexte, avec les idées à retenir. Donc, quelque chose qui va nous aider à mieux comprendre, comme si on était dans la rencontre. Donc, on veut aussi structurer ces notes de rencontre-là. Donc, il y a différentes façons de documenter puis de le faire sous différents formats. Donc, c'est important aussi de l'adapter selon le savoir, parce que le savoir, par exemple, si c'est des visites que vous faites des lieux de l'environnement, bien à ce moment-là, peut-être que la photo et la vidéo pourraient être pertinentes comme manière de documenter, parce que c'est beaucoup plus facile, c'est visuel. On va attacher la photo avec un court descriptif. Des fois, on va faire des audios pour avoir plus les détails, le ressenti qu'on a eu vis-à-vis les lieux, l'espace, les questionnements qu'on a eus. Fait que des fois, c'est de juste sortir un peu de ce qu'on fait. Donc, pour que justement, ça soit attrayant, ça soit accessible, ça soit utile et ça soit aussi pérenne. Donc, on veut aussi que ce qu'on fait puisse bouger puis qu'il puisse, à travers le temps, être facile à comprendre. Donc, comme ça nous évite de recommencer, ça nous évite aussi de comme pas trop comprendre le contexte. Donc, c'est important de situer aussi le savoir et l'objet de documentation. Dans le cas où vous travaillez avec différentes parties prenantes, c'est important de aussi voir quelles sont les ressources à ce moment-là. Donc, on est plusieurs collaborateurs à travailler sur l'architecture du bâtiment. Donc, comment on s'assure que l'information soit bien transmise, l'information puisse bien circuler, bien comprendre. Donc, on essaie de l'explorer avec les parties prenantes pour justement le faire à répondre aux besoins de tous et toutes. Donc, on peut y aller de différentes façons. Donc, c'est vraiment de trouver un terrain d'entente sur comment on veut le faire et avec qui. Et ensuite, une des choses qu'on fait beaucoup chez Projet Collectif, c'est de créer une grille ou un canevas de documentation. Donc, quelles sont les questions auxquelles je veux répondre? On veut répondre et on veut avoir les réponses. Donc, c'est souvent une grille qui va être très, très simple à faire parce qu'on veut pas tout documenter. On veut documenter l'essentiel. Donc, je vais vous montrer un exemple. Puis une fois que justement qu'on a cette grille-là, ça nous évite de justement tout prendre en note. Donc, c'est une des mises en garde, un des points de vigilance qui est important à garder en tête, c'est de pas, on n'est pas là pour tout documenter, d'où l'importance de bien cibler l'intention, mais aussi le moyen de diffusion en amont. Donc, je vous montre ici un exemple qu'on a. Ça, c'est dans le cadre d'un événement dans le but d'avoir des informations sur comment améliorer un programme. Donc, il y a eu des discussions en amont avec les personnes avec qui on collabore. Donc, nous, Projet Collectif, on est là pour aider dans la documentation. Donc, on va guider un peu l'organisation et les autres parties prenantes à savoir, OK, mais qu'est-ce qu'on veut exactement? Si on vient, c'est qu'est-ce qu'on veut capturer comme information, qui va être là. Donc, on va essayer d'avoir le plus d'informations possible pour avoir une liste claire de questions qu'on veut poser aux gens qui vont participer à la discussion. Donc, on fait toujours comme un petit cours encadré avec quelques informations clés pour justement bien situer la personne qui va prendre les notes, donc la durée, la finalité, la méthode de captation. Captation, c'est documentation, c'est un peu des synonymes, donc l'idée de voir comment on va justement documenter, donc à travers des prises de notes, la récolte de feuilles sur les tables en les photographiant, enregistrement audio, parce que pour l'organisation, c'est important d'avoir des traces audio, donc pour avoir toutes les informations nécessaires, et la personne responsable qui va prendre les notes. Puis juste ici, à votre droite, vous avez vraiment la question initiale, la grande question qu'on se pose, et les sous-questions qui vont nous aider à répondre à la première question. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on peut justement structurer notre documentation de cet atelier, mais aussi ça peut être dans le cadre d'une visite. Donc, si vous visitez le bâtiment ou vous visitez où vous allez rencontrer des partenaires, des bailleurs de fonds, mais voici les questions qu'on va se poser puis qu'on veut avoir des réponses. Donc,
Pour l'organisation, ça a permis justement de diffuser. Leur but, c'était de diffuser leurs connaissances non seulement pour les gens du programme, mais aussi un large public. Donc, les gens peuvent avoir un regard sur les discussions qu'il y a eu pour ce programme-là. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, comment cette prise de notes-là a aidé à faire justement un carnet pour le rendre public, un large public. Donc ici, on peut voir la synthèse de l'atelier. Donc on l'a fait sous forme de notes. Donc c'est une note qui est partagée à un large public, donc je peux le partager dans mon infolette, je peux le partager à mes collègues à travers le lien. Donc c'est aussi une façon de documenter une rencontre qui a eu lieu avec plusieurs parties prenantes. Donc on a fait une mise en contexte, on a mis une image, donc, on explique quelles étaient les questions clés. Voici les éléments clés de cette discussion-là. Donc, on veut pas tout mettre la discussion, on veut juste faire un résumé de ce qui a été dit. Fait que comme ça, c'est beaucoup plus simple à lire pour ceux et celles qui euh, veulent pas lire parce que c'est trop long. Des fois, on se perd parce qu'on connaît pas le contexte. Ben, d'avoir ce format-là nous aide justement à lire assez rapidement, de comprendre les éléments essentiels de la discussion qui a eu lieu, quelles ont été les initiatives inspirantes qui ont été nommées dans la rencontre, puis la récolte du ressenti du vécu, pour savoir justement quel a été le ressenti dans les discussions, donc comment les gens se sont sentis vis-à-vis telle question ou les échanges. Donc, ça nous permet aussi d'être un peu là aussi dans cette note, dans cette rencontre. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la prise de notes, les questions à se poser lors d'un événement ou peu importe le type de rencontre qu'on veut documenter? Pas de notes, pas de questions? Génial. Donc, on va avancer sur les différents formats de documentation. Puis là, on vous a vraiment fait plusieurs exemples parce que la documentation, c'est pas juste une façon de le faire. Il y en a plusieurs. Et on est allé aussi dans la créativité parce que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est important aussi de valoriser différentes formes de savoir. Donc, il faut aussi être accessible dans ce qu'on veut faire. Donc, si on s'adresse à un public qui a moins de connaissances sur sur les thèmes en architecture ou sur des thèmes plus techniques et qu'on veut quand même le présenter à un large public, mais à ce moment-là, il faut changer la façon dont on veut le présenter. Puis des fois, c'est pas juste à travers des mots, des fois, c'est à travers des images, à travers l'audio, à travers des infographies, des cartographies. Donc, on est vraiment là pour explorer différents formats, parce que c'est ça aussi, s'adapter au savoir, c'est s'adapter aussi à comment on veut le diffuser par la suite, puis comment on veut rejoindre notre public. Donc, on veut aller au-delà des mots, on veut aller aussi dans différentes façons d'explorer le savoir, d'explorer aussi la documentation que vous avez faite. Donc, évidemment, documenter les savoirs pratiques à travers des fiches. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus simples à documenter à travers des fiches. Donc, par exemple, la gouvernance, la mission, la vision. Des fois, c'est juste un document simple qui va nous permettre d'avoir ces informations-là. Donc, on va pas aller dans quelque chose de très créatif. On pourrait aller dans quelque chose de créatif, mais des fois, il y a des choses qui peuvent se faire très facilement. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, on peut aussi, à travers des fiches, documenter les bons coups, des ateliers de mobilisation et de participation citoyenne. Donc, quels sont les outils d'animation que vous avez utilisés pour faire vos ateliers de mobilisation et participation citoyenne? Des fois, c'est intéressant d'avoir ces fiches-là pour inspirer vos collègues, inspirer d'autres porteurs de projets. Donc, on n'est pas juste là pour travailler en silo, on est là aussi pour le partager à un large public. Donc, si c'est ça votre intention, c'est toujours intéressant de faire des gabarits pour le partager à un plus large public. On peut le faire à travers des récits pour un retour d'expérience. On le fait beaucoup chez Projet Collectif, des retours d'expérience pour justement garder une trace sur comment ça s'est passé, telle rencontre, telle présentation,
quelles sont les choses, les frictions qui ont eu lieu, quels sont les questionnements des participants, participantes, quelles sont les choses que j'aimerais améliorer pour la prochaine présentation. Donc, ça nous permet de nous guider pour la suite, d'avoir vraiment des éléments pour améliorer ce que dans ma pratique ou améliorer nos façons de faire. On peut aussi faire des récits sur l'histoire du projet. Donc, tout dépendant de dans quelle situation, des fois, l'histoire du projet nous permet aussi de le faire à travers des récits pour aller dans le ressenti, aller plus dans l'aspect poétique, convaincre des bailleurs de fonds, convaincre la MRC ou peu importe. Donc, des fois, c'est d'aller dans différentes façons pour raconter l'histoire du lieu aussi et de l'environnement. J'en ai parlé, la captation vidéo et photo, donc des lieux, de l'espace, de l'architecture, toujours accompagné d'un texte, une mise en contexte, comme ça on sait qu'est-ce qu'on regarde, puis on sait qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Infographie, cartographie, c'est des éléments que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose de visuel, quelque chose qui va nous permettre de voir grosso modo de quoi qu'on parle. Est-ce que c'est des partenaires? Est-ce que c'est une ligne du temps de votre projet? Puis qu'on ajoute des éléments de réflexion, des questionnements qui ont eu lieu durant les étapes de la requalification d'un bâtiment. On peut le faire aussi, évidemment, à travers documents, notes de synthèse, des rencontres, des visites terrain. De manière un peu plus manière un peu plus artistique, on peut aller aussi à travers des zines. Donc, un zine, c'est comme un petit document plus artistique dans lequel on peut partager des informations. Donc, pour mobiliser les citoyens, les citoyennes, les groupes locaux de manière artistique et accessible. On a aussi des jeux de cartes sur les étapes de votre projet d'immobilier collectif. Donc, des jeux de cartes, c'est aussi quelque chose qui peut justement rendre concret ce que vous faites, rendre aussi, avoir aussi un sentiment d'appartenance sur les travaux que vous avez mis en place. Donc, d'avoir des cartes sur les bons coups, les difficultés, les questionnements, ça peut être aussi très, très amusant. Ici, j'ai un exemple d'un projet auquel j'ai travaillé. C'est plus un projet de recherche, mais un projet de recherche, la finalité, c'est souvent un rapport avec 60 pages qui est extrêmement lourd à lire, beaucoup de théories, beaucoup de liens. Mais là, cette fois-ci, on a décidé de faire un rapport de recherche parce que c'est important de justement mobiliser d'autres chercheurs, des chercheurs de recherche des milieux. Donc, on a un document plus officiel, puis on a un document plus en format fiche, carte. Donc, c'est des cartes avec toutes les stratégies qui ont été nommées dans le cadre de la recherche. Donc, moi, j'ai un souvenir non seulement du rapport de recherche, mais j'ai un souvenir aussi de ce qu'on a discuté. Donc, c'est des choses auxquelles je peux réutiliser. Je peux aller dans des rencontres, dans des ateliers, puis dire, hey, regardez ce qu'on a fait, voici les réflexions qui ont eu lieu. C'est des petites cartes vraiment super le fun, facile à faire. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire aussi si vous voulez justement mobiliser les gens, mobiliser les citoyens, mobiliser euh, peu importe le partenaire, d'aller de manière un peu plus artistique. Et évidemment aussi le podcast sur le projet que vous faites, donc l'histoire des lieux, ou même avec vos partenaires. Donc, ça vous permet d'avoir justement des discussions avec les partenaires sur le projet que vous faites, les réflexions que vous avez en amont, puis comme ça peut être diffusé à un large public. Donc, c'est des choses il y a beaucoup de formats possibles. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'adapter au savoir et aussi à vos ressources. Il y a des choses qui se font avec très peu de budget ou pas de budget. Donc, des choses que vous pouvez justement tester puis explorer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au format? Non, pas de questions. Parfait. Donc, on va avancer. Donc, une des dernières sections, c'est évidemment l'édition et la révision. Donc, quand on documente, c'est important d'avoir de garantir une qualité et une clarté dans les informations qu'on va documenter. Donc, je n'irai pas plus en détail, mais on a une note que ma collègue a rédigée pour justement qui résume bien ces points-là quand on rédige justement la documentation. Donc, on va pouvoir vous l'envoyer. Donc, l'idée ici, c'était de juste se poser des bonnes questions, avoir de réfléchir à la langue, comment on en prend soin, comment on communique de façon accessible, donc à qui on s'adresse, comme j'ai mentionné tout à l'heure,
une fois qu'on a une idée de qui est notre public, ben c'est facile, ben c'est un peu plus facile aussi de voir quels sont les mots à utiliser, quel est le format à utiliser, comment je m'assure que l'information soit bien transmise. On veut aussi écrire de façon simple, claire et concise. On n'est pas là pour écrire des romans, on est là pour écrire des idées. C'est vraiment une capture d'écran de ce que vous faites. Donc, comment on veut s'assurer que l'information passe facilement. On veut structurer, organiser son contenu. Donc, c'est tous des éléments qui sont super importants une fois qu'on a terminé de documenter, de voir, hey, OK, on a ça. Prenons le temps de voir comment on peut le rendre accessible avec clarté. Donc, on embarque dans la dernière section qui est en quoi tout ce que je viens de vous nommer, c'est un outil de mobilisation. En quoi c'est important, puis en quoi ça peut être important dans le cadre de votre travail, surtout quand vous êtes dans des projets d'immobilier collectif qui sont très longs, qui impliquent différents partenaires, différentes parties prenantes. Donc, comment on s'assure que ce qu'on veut faire est pas seulement important pour nous en tant que porteurs de projet ou peu importe, mais est important aussi pour toutes les personnes avec qui on travaille, mais aussi est important pour d'autres porteurs de projets. Donc, dans une perspective de vouloir briser les silos, comment on s'assure aussi que qu'est-ce qu'on fait puisse appuyer, soutenir, inspirer d'autres organisations, d'autres porteurs de projets ou même des entreprises d'économie sociale en aménagement qui pourraient justement se dire, hey, on pourrait peut-être contacter ces gens-là pour collaborer ou pour avoir de l'info ou les mettre en relation avec d'autres porteurs de projets. Donc, c'est des choses euh, qui sont essentielles aussi, pas seulement pour nous, mais pour l'ensemble des gens, des acteurs et actrices de votre milieu à mobiliser. Donc, la documentation, évidemment, comme les projets d'immobilier, comme j'ai dit, les projets d'immobilier collectif vont regrouper un ensemble de partenaires qui possèdent des expertises, des expériences qui sont très diverses et qui peuvent s'étaler sur plusieurs années, mais la documentation du projet va être un outil de mobilisation en soi super important. Donc, qui va nous permettre de construire une vision commune de notre projet, nous permet de faciliter la continuité d'un projet. Donc, pour toute personne qui se joue au projet, d'avoir les informations clés pour comprendre, c'est super important. Comme on l'a mentionné, on revient toujours avec les questionnements que les organisations ont on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. Ben, c'est ça aussi, documenter, ça nous évite de perdre du temps puis de recommencer puis de redémarrer la chose parce que souvent on va beaucoup s'appuyer sur la personne, donc les connaissances d'une personne, mais il faut toujours se poser la question de si la personne, elle quitte le projet ou elle n'existe plus, qu'est-ce qui arrive avec tout ce savoir-là qu'elle a dans sa tête? Donc, on veut justement le garder, faire en profiter aussi, valoriser tout ce travail-là, toutes ces réflexions-là, les savoirs que la personne a eus pour les transmettre aux prochaines personnes, aux prochains groupes ou inspirer d'autres groupes. Donc, on n'est pas là pour, le but, c'est pas d'alourdir le travail, mais c'est vraiment de euh, faciliter la continuité de votre projet. Donc, avoir une documentation claire et accessible peut favoriser l'engagement et l'intérêt des personnes pour les projets. Donc, d'avoir des fiches, d'avoir quelque chose de visuel, ça permet aussi de dire, hey, c'est vrai, on a fait ça. Hey, c'est vrai, l'histoire du projet, du bâtiment, c'est exactement ça. Puis, ah oui, il y a 10 ans, quand on l'avait visité, ça ressemblait à ça, puis maintenant, ça l'a changé. Donc, c'est aussi d'avoir une mémoire de toutes les réflexions, de tout ce que vous avez vu pour pas recommencer à zéro. C'est aussi pour mobiliser la communauté ou même de convaincre des bailleurs de fonds. Donc, souvent, quand on est en phase de prédémarrage, on veut justement avoir du financement, on est à la recherche de financement, ben, c'est important aussi d'avoir l'information nécessaire pour transmettre ça, pour convaincre nos bailleurs de fonds ou pour mobiliser les bailleurs de fonds, mais aussi mobiliser la communauté, surtout quand on est dans une perspective de mobiliser les gens, les citoyens et citoyennes d'une région ou d'une municipalité, bien, comment on s'assure aussi d'avoir les informations nécessaires qui vont être accessibles et utiles pour ces gens-là pour bien comprendre les besoins, comprendre l'essence même de votre projet.
C'est aussi pour avoir une synthèse de vos questions, qu'on se pose des réflexions qu'on a partagées lors d'une visite terrain, d'une discussion avec un partenaire ou même lors d'une consultation publique. Ça nous permet aussi d'évaluer le projet, ses retombées et aussi ses angles morts. Des fois, il y a des choses auxquelles on n'y pense pas, puis en réalisant les notes, hey, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, puis qui méritent vraiment une réflexion sur le sujet. Donc, ça nous permet aussi de faire, d'avoir ces informations-là. Et surtout dans une perspective de briser les silos, c'est d'inspirer d'autres porteurs de projets. Euh, vous êtes plusieurs à justement vouloir créer, mettre en place justement des projets. Donc, comment on s'assure de partager ces bonnes pratiques-là? Comment on s'assure aussi d'apporter des apprentissages, des points de vigilance en cours de route. Donc, c'est des choses qui sont super importantes, surtout pour vraiment être dans cet esprit de collaboration des savoirs et de mise en place de projets. Donc, ça fait le tour de ma présentation. J'ai beaucoup parlé, il y a beaucoup d'éléments qui ont été partagés, beaucoup de questions. Donc, comme j'ai mentionné, les informations vont vous être disponibles, on va vous envoyer par courriel. Mais j'aimerais prendre le temps. J'ai mis ici mes coordonnées. Si vous avez d'autres questions, on peut rester en contact. On peut explorer aussi d'autres avenues. Je peux aussi vous montrer d'autres exemples de ce qu'on fait chez Projet Collectif. Mais je serais quand même curieuse de savoir ce que vous en pensez de cette formation-là, de comment vous, par la suite, vous voyez la documentation de vos projets ou de vos initiatives. Donc, j'aimerais qu'on se prenne un temps pour explorer ça ensemble collectivement. Est-ce qu'il y a des groupes ici qui aimeraient commencer à documenter ou qui savent pas trop vers quoi commencer? Je peux peut-être prendre la parole rapidement pour me présenter. Puis, Oui. donc, je m'appelle Jonathan, je travaille au Conseil des métiers d'art du Québec. Puis, on a un grand projet qui est en cours depuis, moi, je suis ici depuis l'été dernier, mais ce projet-là est en développement depuis avant mon arrivée. Puis, c'est moi qui vais quand même le diriger. Euh, donc, on a une équipe là-dessus, on a des consultants et tout ça, mais c'est pour un quartier des métiers d'art, en fait, qu'on va faire dans le secteur Bridge Bonaventure, le bassin Wellington, tout ça, qui est une des priorités de la ville. Entre autres, la mairesse avait dit ça avant de quitter à la fin de l'année, que qu'il y ait une pelletée de terre, là, une première pelletée de terre. Bon, on se fait pas trop d'illusions, mais quand même. Puis Mm. dans ce projet-là, il y aura plusieurs choses, mais il y a un des éléments, un des premiers éléments qui risque de partir, c'est un rassemblement des écoles. On a 8 écoles ateliers à Montréal: ébénisterie, joaillerie, métier du cuir, céramique. Puis il y en a qui c'est plus urgent, mais qui cherchent un nouvel endroit. Donc ça pourrait être ça, là. Mais là, c'est un vieil édifice qui est certainement pas assez grand, qui est certainement tu sais, qui va devoir être rénové. Il va y avoir donc beaucoup de travaux. Puis en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Merci, excuse-moi, Samantha, je ne t'ai pas remercié. Puis merci David de l'invitation. Je trouvais ça très intéressant. Puis moi, j'ai besoin de ça, là, de mettre, de documenter l'histoire de ce quartier, cet édifice précis. Puis ben, c'est ça, on va être en recherche de bailleurs de fonds, même si c'est un projet très unanime, hein, les 3 paliers de gouvernement sont derrière nous. Les Mm. développeurs, que ce soit les grands développeurs comme que Devimco, tu sais, ou Action Gardien au niveau de la communauté, tu sais, souvent qui clashent avec Devimco, puis tu sais, qui ont empêché d'autres, qui ont empêché le casino, le fameux projet de casino, le projet de stade, c'était tout dans ce coin-là, puis la communauté s'est levée, puis a bloqué. Fait que nous, on est dans un rôle un peu au milieu de tout ce monde-là, puis
Puis c'est un équilibre quand même intéressant à essayer de tenir. Euh, que personne quitte le projet, tu sais. Puis c'est ça. Fait que là, pour ça, moi, je vais être. C'est pour ça que j'étais très content de participer à ta présentation. Puis je vais aller relire aussi quand vous allez nous envoyer. J'ai pris des notes, là, mais je sais qu'il faut que j'y sois faut que je regarde ça plus en détail, mais je pense que ça va être clé. Ça va être vraiment clé de bien documenter ça, puis de pouvoir en faire même éventuellement réduire ça à un one-pager, two-pager, là, pour rendre ça sexy, puis pour pouvoir garder cette unanimité-là avec tout le milieu. Mhm, Puis vous suivrez ça, là, ça devrait se faire. Il y en a qui disent que mhm, ça va être fini dans 10 ans, il y en a qui sont plus optimistes en 4 5 ans, tu sais, mais la documentation, moi, en plus, c'est drôle parce que cette nuit, là, j'ai bossé là-dessus cette nuit, mais il fallait que j'envoie des documents qui existent déjà à un des potentiels gestionnaires de chantier. Fait que là, je mhm. regardais dans les vieux documents, j'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais mettre à jour et tout ça. Fait que, puis là, aujourd'hui, il y a cette rencontre sur la documentation. Fait que je trouvais ça vraiment très intéressant. J'aurais aimé ça qu'on ait notre rencontre hier. Ça m'aurait peut-être aidé, mais Mhm, voilà. Donc, voilà, mhm. merci. C'est intéressant. Merci beaucoup, Jonathan. Il y a plusieurs éléments que tu as nommés que je trouve intéressants tu sais, tu parlais de l'histoire du quartier. Ouais, Puis souvent, la documentation, c'est pas juste comme je l'ai mentionné, on le fait pas tout seul. Des fois, il y a des choses qui existent déjà, puis c'est de juste collaborer avec d'autres milieux qui ont déjà la documentation. Fait que des fois, c'est comme, on n'est pas là pour tout refaire, on est juste là pour mobiliser ce qu'il y a, puis d'en faire quelque chose qui fasse sens pour vous. Si vous, c'est un one-pager, des fois, c'est un gros travail faire un one-pager, surtout qu'il y a ouais, plein d'éléments, mais des fois, c'est un travail aussi de précision, de se dire, ben, il y a des éléments qu'on pourra pas mettre, mais qu'on va quand même conserver parce qu'on sait que ça peut aider d'autres milieux, d'autres parties prenantes. Donc, des fois, c'est juste un travail de collaboration, de soutien entre milieux. Des fois, on a peu de moyens, puis on arrive à avoir mille et une documentations, mais quand on en a moins, mais comment on fait pour le voir avec d'autres organisations qui vont nous éviter justement à tout refaire à zéro? Parce que les histoires de quartier, souvent, là, il y a déjà des organisations qui ont fait ça depuis extrêmement longtemps. Puis des fois, c'est pas à jour, des fois c'est à jour, mais des fois, c'est intéressant aussi de voir le travail qui était fait derrière tout ça. Donc, puis tu parles aussi de vieux documents. J'en ai peut-être pas parlé, mais c'est important aussi de, de garder vie ces documents-là. Même s'ils sont vieux, c'est de prendre le temps de les mettre à jour. Puis comme ça va être plus rapide quand on envoie un courriel. C'est plus rapide aussi quand on fait des présentations. Donc, il y a cette question-là de pérennité, donc de rendre aussi interactifs ces documents-là pour que les prochaines personnes aient pas à se dire, ah, mais c'est peut-être pas à jour ou je sais pas quand ça a été mis à jour. Donc, un travail ouais. aussi à faire en tant qu'organisation. Mhm. Oui, Annie? Ben, je vous remercie beaucoup. Je veux dire, c'est sûr que j'ai l'impression que ici, il y a des gens qui cherchent des outils, qui veulent commencer à documenter, puis il y a les autres qui le font déjà, mais un peu comme on prêche aux convertis, c'est parce que c'est important pour nous. On sent que c'est important, c'est pour ça qu'on s'est inscrit aujourd'hui. C'est sûr qu'à l'interne, il y a un défi parce que c'est pas tout le monde dans le groupe porteur qui peut donner la même importance à la documentation. Donc, je pense que ça va aussi avec le mode de gouvernance, les discussions qu'il y a par rapport à ça. Je vois que là, Tania, elle a dû partir, mais tu sais, des cohabitats qui fonctionnent avec la sociocratie. En principe, la documentation fait aussi partie, tu sais, de ce mode de gouvernance-là. Donc, ça devrait s'intégrer, mais c'est un grand apprentissage, tant pour la gouvernance que pour la documentation. Fait que ça, c'est à l'interne. Puis à l'externe, ben, je pense que, tu sais, quand on parle de communauté de pratique ou d'échange, en fait, de projet, ben, tout le monde est preneur pour avoir quelque chose de plus tangible que juste devoir trouver le temps puis faire le lien avec le porteur qui a tout dans sa tête, il y a vraiment une demande par rapport à ça. Donc, je vous remercie. Ça m'a rappelé aussi de retourner davantage sur projet collectif pour
différents projets où on est impliqué ou professionnellement ou bénévolement. Là, je trouve que vraiment, ça s'est beaucoup enrichi depuis dans les 2 dernières années. Là, bravo. Merci beaucoup, Annie. Effectivement, c'est pas simple quand on est convaincu puis qu'il faut convaincre les autres. C'est des changements d'habitude, ça prend du temps. Euh, ça que on a vraiment fait en sorte que la présentation visuelle soit assez détaillée pour que vous puissiez l'utiliser comme un outil de travail. C'est que des fois, c'est des changements qui se font à fur et à mesure. Petit à petit, on instaure des pratiques, on instaure des gabarits. Des fois, c'est juste de dire, hey, regardez, j'ai fait le gabarit, voici les grandes questions qu'on veut se poser, puis quelqu'un l'utilise, quelqu'un se dit, ah, OK, c'est une bonne idée. Fait que c'est d'instaurer ça tranquillement. On peut pas le faire du jour au lendemain parce que dans l'imaginaire collectif, documenté, on le voit comme quelque chose de gros, là, quelque chose plus gros que nous, quelque chose où c'est quelqu'un qui faudrait engager pour le faire. Oui, il faudrait, mais quand on n'a pas les moyens, des fois, c'est de juste le faire de manière, tu sais, dans le bon, selon vos besoins, mais à petite échelle. Puis une fois que ça c'est fait, ça va être tellement plus facile de le faire à plus grande échelle, puis de dire, hey, finalement, tu sais quoi, ce que tu as fait, je trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi pas le faire pour les consultations qu'on fait, puis de faire des fiches, puis d'aller dans quelque chose de créatif, mettre des couleurs, avoir un design super intéressant, comme ça les gens se l'approprient, ils trouvent ça le fun de dire, hey, ce travail-là, on a fait un document officiel qui est vraiment chouette. Donc ça aussi, c'est des choses qui s'instaurent petit peu à petit peu. Donc on faut pas aller dans le rush non plus, là. Sinon, on convainc pas les gens. On n'arrive pas à mobiliser tout le monde. Sinon, Samantha, le, c'est quoi, selon toi, la place de l'intelligence artificielle dans cette démarche-là? Tu sais, je veux dire, maintenant que la collecte de données par, tu sais, il y a des note takers en IA, puis tu sais, au niveau des synthèses, Oui. etc. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Puis sinon, c'est quoi votre perspective par rapport à ça? Mhm. C'est une bonne question, puis on s'est beaucoup posé la question en faisant cette formation-là. Est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle? En interne, on a beaucoup de discussions sur le sujet. On a eu des formations sur le sujet aussi. Puis on l'utilise, tu sais, on l'utilise, mais tu sais, c'est pas une utilisation qu'on fait parce qu'on veut absolument faciliter notre projet puis qu'on veut s'en débarrasser. Au contraire, on l'utilise comme un outil pour faciliter la documentation. Donc, on est dans des pratiques qui peuvent être éthiques aussi. On n'est pas là pour seulement utiliser l'intelligence artificielle pour nous faire un résumé, puis voilà, on s'en débarrasse. Au contraire, des fois, c'est juste pour structurer l'angle. Des fois, c'est juste pour avoir une autre perspective, puis on passe par-dessus. Donc, des fois, c'est vraiment plus un outil qui va faciliter notre travail, mais pas faire notre travail à notre place. Mais je vais être très honnête avec vous, c'est des questions qu'on se pose beaucoup depuis quelques mois. On a eu une formation de la part de Sporobol, si je me souviens bien, pour vraiment explorer cette question-là de comment on utilise l'intelligence artificielle. Ouais, donc c'est des choses qui peuvent être discutées en groupe. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être facilitant dans les réflexions. Merci beaucoup. Oui, Benjamin? Oui, bonjour. Merci beaucoup, Samantha, pour cette présentation. Je suis Benjamin Eraso. Je suis parti d'un groupe qui s'appelle Liquid Space Lab. Et nous sommes un collectif qui travaille des sujets de vulnérabilité sociale. Et je travaille aussi comme chercheur à l'Université de Montréal dans la faculté d'aménagement, dans l'école d'architecture. Et je vois, on est tous d'accord que l'importance de la gestion des connaissances, ça c'est, et de la documentation, ça c'est hyper clair dans tous les niveaux qu'on peut rentrer dans ça, ça de plus en plus, c'est important. Ça c'est, mais un élément que je vois qu'on doit traiter de plus en plus, c'est un exercice de pédagogique avec les bailleurs de fonds. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds laissent un montant, laissent place à la documentation, à la gestion des connaissances. Parce que normalement, tous ont la bonne intention d'avoir ce type
de documentation, la gestion des connaissances. Cependant, dans les calendriers, dans les budgets, il n'y a pas la place pour la gestion des connaissances. Et ça, c'est un élément qu'on doit travailler avec les bailleurs de fonds. Dans le moment qu'on fait la conception, le design de notre projet, on doit mettre d'un côté ou de l'autre qu'on va faire cette gestion de connaissances, qu'on va faire la documentation. Et la documentation, ça coûte. Ça coûte parce que si c'est de manière structurée, si c'est de manière bien placée, on doit mettre des ressources, bien en temps ou bien d'informatique, différents types de ressources, on doit mettre là et ça coûte. Et si ça coûte, on doit les mettre au début des projets, pas à la fin, pas pendant. Oui? Parce que normalement, à la fin du projet, on n'a pas ni le temps ni l'argent pour faire la documentation ni la gestion des connaissances. C'est-à-dire, pour moi, c'est un des éléments clés de travailler au niveau stratégique avec les gens qui prennent les décisions du projet. Et concernant à ce point qu'a mis David sur l'intelligence artificielle, je pense que ça, c'est un élément qui vient de la main avec la décision de faire la documentation avant. C'est-à-dire, dans le moment qu'on prend cette décision, on doit structurer toute notre information pour qu'après, l'intelligence artificielle puisse prendre cette information et la travailler. Parce que c'est important de les mettre de façon paramétrisée, standardisée. Bon, je ne sais pas les noms précis pour ça, mais ce n'est pas toute l'information que peut prendre l'intelligence artificielle. C'est certains types d'informations bien organisées, bien placées et bien décortiquées pour faire de bonnes analyses. Merci beaucoup, Benjamin. Je pourrais en parler longtemps avec toi. Il y a plusieurs éléments que je trouve intéressants. C'est ça, l'intelligence artificielle, il faut avoir une structure claire sur qu'est-ce qu'on veut lui demander. Donc, c'est quand même un travail qui est à faire pour avoir une analyse de fond. Donc, c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Personnellement, moi, je l'utilise seulement si j'ai besoin d'avoir un guide un peu plus structuré sur comment je vais faire ma documentation. Je vais la savoir, mais si je veux avoir un autre soutien, ça peut être quelque chose qu'on peut aller explorer. Après, personnellement, je ne demanderai pas à l'intelligence artificielle de me faire un résumé parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a été dit. Juste savoir quels sont les éléments qui m'ont capté l'intérêt, qui méritent d'être approfondis. Donc, c'est un travail qui va se faire, qui peut se faire avec l'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose qui est important à discuter avec le groupe avec qui vous travaillez. Parce que si, tu sais, il y a beaucoup de questions sur la sécurité des données. Donc, est-ce qu'il y a des données qu'on sent à l'aise de mettre dans l'intelligence artificielle, oui ou non? Comment on le voit collectivement? C'est des questions de fond qu'il faut se poser. Après, tu parlais de la question de comment avoir comme un financement de la bailleur de fonds, une reconnaissance du bailleur de fonds. Effectivement, oui. Dans notre cas, on le fait beaucoup. On essaie aussi de le voir avec les communautés de pratique, comment les communautés de pratique doivent être reconnues par nos bailleurs de fonds. Donc, c'est des choses qu'il faut convaincre nos bailleurs de fonds, ne serait-ce à travers des fois, c'est de s'adapter à leur langage puis de voir comment on peut l'inscrire sans que ça soit comme nommé documentation, parce que des fois, c'est des termes que le bailleur de fonds n'aime pas. Donc, comment on s'adapte à leur vocabulaire, à leur langage pour que ça soit facilement mis dans les demandes de financement. C'est des choses aussi qu'il faut qu'on voit de plus en plus d'organisations qui peuvent se le permettre de l'ajouter et qui ont facilement un financement, mais il y en a d'autres, c'est de savoir quel est le langage qu'on peut mettre et qui va être bien reçu par le bailleur de fonds pour ensuite le faire aisément dans le cadre de notre travail. Donc, c'est des bonnes questions à se poser puis à valoriser dans toutes les sphères de collaboration et de bailleurs de fonds. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires par rapport à ce qui vient d'être présenté?
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les informations, la présentation visuelle à David pour qu'il puisse vous l'envoyer par courriel. Comme ça, tout le monde l'a par courriel. Mais sinon, je reste disponible si vous avez des questions, si vous désirez discuter, je peux vous parler de projets collectifs aussi. Donc, je reste disponible euh, quand vous voulez. Merci énormément, Samantha. Vraiment, c'est fort intéressant. Puis, je trouve que la présentation était claire. Puis en même temps, ça ouvre plein de discussions pour la suite, là. C'est comme j'ai l'impression que c'est comme c'est comme une démarche qui existe depuis très longtemps, mais qui évolue énormément en ce moment. Fait que d'avoir des gens comme vous qui nous guident là-dedans, je pense que c'est ultra apprécié. Fait que merci, Samantha. Merci à tous d'avoir participé. Peut-être, j'ai envie de vous d'attirer votre attention. Là, cette clinique termine notre série de collaboration entre l'ESA et Force Fraîche. Vu que c'est enregistré, ça va être disponible dans la vidéothèque des Forces Fraîches. Évidemment, on vous envoie un courriel avec la présentation comme Samantha, dès qu'elle va me l'envoyer, je vais pouvoir vous la partager. Une autre collaboration qui existe en ce moment, c'est avec l'équipe de Deux Saisons, qui est une équipe qui travaille sur l'accompagnement en santé mieux-être. On a plusieurs cercles. Le prochain a lieu le 16 avril, si je ne m'abuse. C'est au sujet de la pression de performance à la saine performance. Donc, c'est des réflexions sur notre culture organisationnelle. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Donc, c'est dans le chat. Tu peux aller voir dans la section événements des Forces Fraîches. Évidemment, pour ceux aussi qui ne sont pas déjà dans le groupe d'intelligence collective des Forces Fraîches, on en a plusieurs. Il y a un groupe, le lien est dans le chat, donc on a près de 2000 acteurs de changement, des élus, des porteurs de projets, des fonctionnaires d'un peu partout au Québec qui échangent des idées sur des défis de revalorisation de bâtiments patrimoniaux, de projets collectifs, de tiers-lieux, de zonage, de réflexion sur l'agriculture, sur la sécurité alimentaire, la santé communautaire. C'est vraiment un espace de rencontre pour vous. Fait que si vous avez des problèmes que vous vous demandez si c'était pas possible d'utiliser l'intelligence collective pour répondre à un de vos défis, c'est là pour ça. Et pour ceux, évidemment, qui sont à Montréal et qui ont participé à notre petit événement célébration, c'est au Ping Pong Club ce soir à 17h. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une fantastique journée et au plaisir de vous revoir bientôt lors d'une future clinique. Merci tout le monde. Bonne journée.